Bonjour, on a le bonheur d'avoir avec nous aujourd'hui Geneviève. Geneviève qui est une patiente atteinte d'AOH, mais également des membres du CA de la OHQ. Bonjour Geneviève. Bonjour Charles. Pour commencer d'emblée, avant que tu nous partages ton histoire, ton parcours, pour t'identifier un petit peu, quel type d'AOH tu as? Moi, j'ai l'angioédème là, héréditaire de type 1. Tu as quel âge? J'ai 30 ans, puis j'habite dans la région de Québec. C'est pour devancer ta question. Est-ce que tu as des enfants ou tu planifies avoir des enfants? J'ai pas d'enfant, mais je planifie un jour d'en avoir. Est-ce que le fait d'avoir la maladie, ça a joué un petit peu dans le délai de prendre une décision par rapport à ça? Ou Je pense pas. Je pense que à cause du traitement que j'ai actuellement, ça n'a pas été nécessairement un obstacle là, à ce sujet-là. puis présentement, est-ce que tu travailles? Oui, je suis travailleuse sociale là, dans une clinique. Il y a beaucoup de monde qui doivent se poser la question, puis là, je m'adresse à vous, les patients en général. Pourquoi, Charles, tu poses toutes ces questions-là? C'est simple, c'est pour vous permettre de vous identifier aux patients qui offrent un peu de leur temps pour partager leur histoire. Donc, à savoir, parce qu'on sait très bien dans la communauté, au niveau des patients, il y a plusieurs patients qui, malheureusement, ne peuvent pas travailler à temps plein. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas travailler du tout, dû aux différents symptômes, à l'absentéisme et ainsi de suite. Donc, c'est pour vous démontrer qu'à quelque part, c'est possible d'avoir une vie normale. C'est possible d'avoir un travail à temps plein avec un traitement qui est adéquat. Ceci étant dit, Geneviève, est-ce qu'il y a d'autres membres de ta famille qui sont atteints de l'angioédème héréditaire ou qui ont été diagnostiqués ou qui présentent certains symptômes ou tu es la seule? Non, moi, ça a vraiment été une mutation spontanée, donc je suis la seule dans ma famille là, qui a l'angioédème héréditaire. Comment le tout a commencé? Moi, j'ai eu ma première crise autour de 9 ans. J'avais enflé de la main, là, donc c'était assez jeune. Je peux pas dire que je me souviens très bien de cet épisode-là, là, mais ça a commencé à peu près à cet âge-là. Quand ça s'est manifesté en tant que tel, c'est-tu quelque chose qui a perduré dans le temps ou on est en mesure de diagnostiquer quand même assez rapidement? Moi, je peux pas vraiment me plaindre dans le sens que ça a quand même été rapidement, donc 1 an ou 2 après que j'ai eu le diagnostic, j'avais été à l'urgence, puis j'ai été vraiment au bon endroit, au bon moment avec les bons médecins. Donc, à ce moment-là, j'avais juste une crise ou 2 par année. Donc, j'ai quand même été chanceuse là, que ça se fasse assez rapidement, là. Puis ces crises-là se manifestaient de quelle manière? Moi, c'était toujours à ce moment-là la main qui enflait. Puis, fait qu'ils pensaient que c'était une cellulite, mais, finalement, ils se sont rendus compte. C'est sûr que moi, avec des prises de sang avec le type 1, c'est plus simple, là. Ils ont pu, faire les tests puis, en fait, là, me donner le diagnostic. Donc, à ce moment-là, tu dis les alentours de 9 ans, tu as 30 ans aujourd'hui, donc on retourne quand même 21 ans en arrière, où Mmh. les traitements sont loin d'être ceux qu'on a disponibles aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, la prise en charge s'est faite comment? Donc, on a décidé de te mettre sur un protocole quelconque, un traitement quelconque. Ça a débuté comment dans Mmh. ton cas? Ben, à ce moment-là, tu sais, je ne pense pas qu'il y avait nécessairement une prise en charge, là. C'était plus un diagnostic qui a été donné qu'un message, dans le fond, laissé sur la boîte vocale de mes parents, là. Ça s'est fait de cette façon-là. C'était pas quelque chose, je pense, qu'on voyait vraiment la gravité, justement, vu que c'était comme un peu, on laisse ça sur la boîte vocale. Donc je pense pas qu'il y a eu beaucoup de prise en charge, là. C'est plus tard, là, que, tu sais, vu qu'il y avait pas de traitement non plus qui était donné, là, en prophylaxie à ce moment-là, c'est plus tard, je pense qu'on il y a eu un peu plus de prise en charge, là. Parce qu'à ce moment-là, moi, avant 12 ou 13 ans, c'était 1 ou 2 crises par année. Fait que c'est plus vers l'âge, là, de l'adolescence, vers 12 ou 13 ans, que j'ai commencé à avoir plus de crises, là, toutes les semaines, que peut-être que j'ai eu un peu plus de suivi, là. Ça se manifestait comment à ce moment-là? C'était-tu encore le même modus operandi dans le sens que c'était encore simplement une manifestation au niveau de la main ou c'était autre chose? Moi, mes crises, vu que ben, pas mal toutes les semaines, c'était la plupart du temps, moi, l'abdominal, donc c'était plus des crises douloureuses, mais ça dépendait, là. Si je restais debout plus qu'1 heure, c'était les pieds. Tu sais, si après je prenais des béquilles pour aller à l'école, ben, c'était les bras, donc ça dépendait de ce que je faisais, là, tout était probablement l'objet d'une crise, là, donc ça dépendait, mais c'était souvent les mains, les pieds, puis une crise abdominale, là. Ça, j'imagine, ça t'impactait au niveau.
de tes études, tu devais avoir manqué quand même assez fréquemment des cours à cause de ça, j'imagine? Oui, ben, moi, j'ai l'impression que ma vie était comme devenue peut-être plus un entonnoir là, de tu sais, je voyais bien que c'était difficile un peu de voir mes perspectives d'avenir, de, toujours vivre dans l'incertitude de, tu sais, de manquer la moitié de ma semaine d'école. Je voyais bien que ça serait difficile de travailler un jour là, puis de continuer mes études. Fait que c'est sûr que j'ai l'impression que mes options se rétrécissaient, puis que c'était difficile un peu de vivre avec ça, là. Je pense que l'anxiété s'est installée un peu à ce moment-là, moi, dans ma vie, plus parce qu'il y a l'incertitude de toujours, pas savoir un peu qu'est-ce qui allait arriver, c'était plus difficile, là. Donc, à cette époque-là aussi, j'imagine que ça t'impactait au niveau du volet social, tu sais, les amis, puis tout ça, versus Mmh. le jugement que tes amis-là ou certaines personnes pouvaient te porter. Donc, ça devait être un certain fardeau aussi, là. Je pense que ça m'a isolée rapidement parce que c'est sûr qu'à 13 ans, par exemple, mes amis savaient pas trop quoi faire, hein, de c'est plus un malaise, pas comment réagir face à ça. Donc j'ai plus rapidement appris à pas nécessairement en parler. Puis c'est sûr que, c'est plus difficile d'être une adolescente, tu sais, quand on peut pas, sortir ou quand on peut pas faire beaucoup d'activités. Puis mes parents étaient plus dans une vague de positivisme là, de «ça va bien aller, c'est pas si grave». Fait que c'est sûr, je pense que ça m'a un petit peu plus isolée. Moi, c'est pour ça que je pense que je suis relativement chanceuse parce que le traitement en prophylaxie est arrivé quand j'ai eu autour de 15 ans et ça m'a comme un petit peu, sauvée de mon adolescence et de ma vie un peu là, ça a été un peu un tournant que c'est arrivé, je pense, au bon moment. Donc, tu as mentionné, Geneviève, que tu demeurais à Québec. Donc, j'imagine que tu as été suivi par le CHUL avec la superbe équipe qu'il y a en immunologie là-bas. Donc, tu as été une des très rares chanceuses. Tu as gagné à la loterie à quelque part là, d'être pris en charge par cette équipe-là dès le début. Donc, tu parles de que tu es tombé vers l'âge d'à peu près 15 ans, 14 ans. Tu es tombé avec le traitement en prophylaxie. Donc, ce traitement-là, c'était quoi? Là, c'était le Bérinaire là, intraveineux, donc c'était, un traitement là, que j'ai eu quand même presque pendant 10 ans, puis c'était ça à l'âge de 15 ans, que j'ai commencé avec le CHUL là, à me montrer comment là, m'injecter. Donc, à partir de 15 ans, tu as commencé à t'auto-injecter seul. C'est ça? Oui, ça a été, ça a été un beau cadeau de la vie de pouvoir là, le faire, même si effectivement, je peux pas dire que je suis devenue bonne rapidement, là. Ça a pris un certain temps avant que je développe des compétences là, pour le faire. Mais c'est un point important que tu amènes pour la bonne et simple raison que ça fait partie des préoccupations de beaucoup de jeunes patients aussi qui ont à se donner des injections, puis ainsi de suite. Là, on s'entend que ça a beaucoup, beaucoup évolué au niveau de la recherche des nouveaux traitements, puis ainsi de suite. Puis, tu sais, dans le temps, ce qui était comment je pourrais dire ça, un eureka, entre guillemets, qui était le Bérinaire, qu'on pouvait s'injecter intraveineux. Là, on est rendu ailleurs avec des traitements sous-cutanés et même oraux. Donc, je m'adresse à vous, les patients qui avaient peut-être des inquiétudes par rapport à ça. Ça se faisait dans le temps. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins invasif comme traitement et tout aussi efficace. La preuve vivante est là devant nous. Geneviève a 15 ans qui le faisait par elle-même au niveau des injections intraveineuses. Mais j'ai une question pour toi, Geneviève. Quand tu as appris que tu avais la maladie à l'âge de 9 ans, comme tu nous as mentionné, OK, c'est tel que tel, on sait que tu as une maladie, mais ça ne t'impactait pas plus qu'il faut parce que ce n'était pas si invasif que ça. Mais au fur et à mesure que l'adolescence a embarqué, donc les hormones aussi, puis on sait chez la femme, c'est un des gros éléments déclencheurs, autant aussi pour la ménopause, pour la AOH, qui se manifeste de différentes manières. À ce moment-là, on donne un diagnostic. Est-ce qu'à quelque part, tu as un soulagement de savoir, OK, ça ne se passe pas juste dans ma tête, j'ai vraiment quelque chose, puis je ne suis pas seul à avoir ça. Je pense que c'est sûr que je l'ai pas vécu de pas avoir de diagnostic, c'est plus difficile pour moi de le dire, mais je pense que je me suis quand même sentie très seule parce qu'à ce moment-là, il y avait pas la OHQ, tu sais, il y avait pas on était dans des congrès, nous, avec l'APIC, à ce moment-là, l'Association des patients Déficient. déficients, mais je me sentais relativement seule parce que même si j'avais le diagnostic, il me manquait, moi, je pense, à ce moment-là, l'aspect de pouvoir partager avec des gens, tu sais, puis tu sais, c'est sûr que le suivi du CHUL, c'était sur le coin d'une table aussi à ce moment-là de on me donne les produits, ça prend 3 minutes, tu sais.
Probablement que s'il y avait eu l'association de patients avant, j'aurais peut-être pu échanger plus rapidement sur des trucs sur les injections, parce que pendant longtemps, moi, mes doses n'étaient pas vraiment optimales, là. J'avais juste une fois semaine, alors qu'en théorie, ça m'en aurait pris 2. Donc je faisais des crises même si j'étais en traitement sous prophylaxie. Probablement que si on avait parlé dans un congrès ou si j'avais un petit peu plus discuté ou j'avais été mis en contact avec d'autres gens qui avaient l'AOH, probablement que j'aurais demandé à changer de traitement plus tôt ou à avoir une dose là, plus optimale, là. Donc, j'ai envie de dire que c'est sûr que le diagnostic, tu sais, est un soulagement, mais ne me permettait pas vraiment, moi, pour moi, je trouve, de me sentir moins seule. Ça aurait été peut-être pour ça, pour moi, qu'on puisse avoir tu sais, l'association un peu avant est arrivé, moi, quand j'étais début vingtaine quand même, donc je pense que ça c'est plus pour moi cet aspect-là qui a plus apporté un soulagement qu'autre chose, là. Puis aussi, tu en as parlé un petit peu au préalable. Euh, Tu vivais une forme d'anxiété quand tu étais aux études, à savoir, OK, là, j'ai une maladie, tout ça, je ne sais pas trop qu'est-ce que je dois faire dans la vie, vers quoi je peux m'enligner, vu mon état de santé. Donc, j'imagine que ça a pu avoir un certain impact ou une influence sur ton choix de carrière. Beh, c'est sûr que autant que la l'AOH aujourd'hui, j'ai l'impression que je le vois que ça a été un fardeau pendant longtemps. Maintenant, je le vois un peu plus comme une opportunité pour moi, un peu d'avoir développé, tu sais, ma résilience, d'avoir développé la gestion de la douleur, d'avoir rencontré, tu sais, une belle communauté. Puis j'ai l'impression que ça m'a un peu permis, tu sais, d'orienter mon choix de carrière justement, tu sais, pour accompagner maintenant c'est un peu ça mon travail là, d'accompagner des gens qui vivent soit des problèmes de santé mentale ou physique, là, des douleurs chroniques. Donc c'est sûr que ça m'a un petit peu orientée tu sais, dans mon choix de vie. Puis c'est sûr que c'est plus facile de dire ça pour moi aujourd'hui vu que j'ai quand même une belle qualité de vie, là. Mais j'ai envie de dire que c'est sûr que si j'avais pas eu, je pense, avant l'âge adulte, le traitement en prophylaxie, je serais pas là aujourd'hui, là. Dans le sens que je serais pas là en train de faire ce travail-là. Tu sais, j'aurais pas pu terminer mon secondaire probablement, tu sais, j'aurais pas pu non plus travailler, là, tu sais, à pas être capable tu sais, à manquer la moitié de la semaine, c'est sûr, c'est plus difficile. Fait que je peux dire que je le vois, là, j'aurais probablement développé un trouble anxieux, puis j'aurais probablement pas été en mesure de travailler. Donc, je pense que je peux pas me plaindre là-dessus que ça a été, c'est que j'ai eu quand même un parcours quand même assez chanceux, là. Là, au moment où on se parle, tu nous as parlé que là, présentement, tu as un bon ou un excellent traitement qui donne vraiment une merveilleuse qualité de vie et qui a changé du tout au tout pour qu'est-ce que tu as vécu dans le passé. Puis ce traitement-là, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, moi, je suis sur le Hagarda sous-cutané. Tu sais, c'est sûr qu'avant le Bérinaire, nous qui était intraveineux, justement, c'est sûr que juste la gestion d'organisation, là, tu sais, de quand est-ce que le CLSC est ouvert, quand est-ce que le CLSC est fermé, c'était beaucoup de gestion, d'organisation, de planification d'une vie, là. Alors que maintenant, comme c'est sous-cutané, moi, c'est beaucoup plus simple, là. De pouvoir gérer un peu, j'ai pas besoin là d'aide d'une infirmière au cas où ou de gérer cette partie-là. Donc, je peux dire que ça s'est beaucoup amélioré. Moi, c'est 2 fois semaine. C'est sûr qu'on prend goût un peu à la qualité de vie. Donc moi, l'objectif, c'est qu'un jour, je puisse continuer puis qu'on puisse avoir comme une pilule, hein, qu'on puisse pas avoir d'injection, même si en cas de crise, on peut toujours le faire, là. Mais c'est sûr que moi, une injection sous-cutanée, c'est quand même quelque chose là, qui améliore ma qualité de vie versus l'autre traitement d'avant, là. Ça, j'imagine, ça ne t'empêche pas de voyager, d'avoir un paquet de projets, puis tout ça, tu es en mesure de le faire. Mais je pense que ça a quand même un certain obstacle, là. Tu sais, moi, pour moi, faire du camping avec des produits des produits sanguins, là, ça demeure une gestion. Ça m'empêche un petit peu, je pense, là, d'être spontanée dans mes projets, mais je pense pas que c'est un obstacle, là, en soi, tu sais, vu que c'est plus intraveineux, là. Puis pour conclure là-dessus, qu'est-ce que tu souhaites pour le futur? Là, tu as parlé d'un comprimé et ainsi de Mmh. suite. Ça, il y a déjà un traitement qui est disponible sur le marché. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Mais qu'est-ce que tu souhaites en général pour le futur en ce qui concerne l'angioédème héréditaire dans son ensemble? Beh,
Je souhaite, tu sais, justement, les traitements puissent continuer à évoluer, comme dit que la recherche puisse continuer à évoluer, mais je souhaite aussi qu'il y ait des gens un peu comme toi, Charles, ou comme docteur Hébert ou d'autres médecins qui puissent continuer à se préoccuper un peu, de la maladie parce que s'il y avait pas eu des gens, on le voit ailleurs dans le monde, là, s'il y avait pas eu des gens qui avaient un petit peu poussé des portes, on serait pas là ici au Québec, là. Donc pour moi, il y a comme un aspect d'avoir des gens mobilisés, là, puis de pouvoir, plus travailler collectivement que juste chaque patient de notre côté, là. Donc moi, cet aspect-là, mais c'est sûr que de faire évoluer les traitements, c'est quand même quelque chose là, qui est quelque chose que j'aimerais que ça continue. Puis de ne pas perdre nos acquis, là. Moi, je pense que ça, c'est ça l'essentiel, là. Sans nécessairement avoir des nouveaux traitements, de ne pas pouvoir tu sais, perdre ce qu'on aurait acquis au fil du temps. Donc, on ne retourne pas en arrière, là. Merci infiniment de ton temps. Merci de nous avoir partagé une page ou une tranche de ta vie. C'est grandement apprécié. Puis je suis convaincu qu'il y a certains patients qui se reconnaissent en toi. Puis pour cela, mais merci. Bonne fin de journée. Ben, merci Charles, bon congrès.